Aujourd'hui, je ne vais pas y aller par quatre chemins, mon message est clair, il vous invite à faire un choix radical. Voulez-vous continuer à arroser cet État qui se gave de votre argent pour vous nuire tous les jours un peu plus ? Ou préférez-vous financer un projet qui vous ressemble avec des gens qui vous parlent des véritables enjeux qui vous concernent ? Voulez-vous continuer à vous saigner pour que les médias d'oligarques vous vendent la guerre et vous méprisent ? Ou préférez-vous accompagner un média qui décrypte les véritables enjeux économiques et géopolitiques, ceux qui ont des conséquences réelles sur vos vies ? Vous l'avez compris, la question est simple. Allez-vous longtemps financer vos bourreaux ? Ceux qui se moquent de vous ? De votre sécurité, de votre santé, de vos vies, ceux qui censurent TV Liberté et font fermer nos comptes en banque pour nous empêcher de vous informer. Maintenant, c'est le moment de choisir où va votre argent. Changez de système. Aidez TVL. Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, l'UE s'en prend au porte-monnaie des citoyens européens. Bruxelles entend instaurer de nouveaux mécanismes budgétaires pour tenir en laisse les États membres. Europe encore, ensuite avec l'ancien dirigeant d'EDF qui propose une sortie du marché communautaire de l'énergie et d'en finir avec les énergies dites renouvelables. Et enfin, énergie toujours avec au Proche-Orient l'avenir du nucléaire iranien et la sécurité régionale. Les discussions pour le budget de l'Union européenne après 2027 avancent et de nouveaux mécanismes contraignants qui renforceront encore le poids des fonctionnaires européens sont en discussion. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Le prochain cycle budgétaire de l'Union européenne, en principe d'une durée de 7 ans pour la période 2028-2034, est d'ores et déjà en discussion. En 2020, en pleine période Covid, les discussions pour le cycle 2021-2027 avaient abouti à la mise en place d'un mécanisme qui avait été clairement imposé à la Hongrie et à la Pologne, la conditionnalité du versement des fonds européens au respect de l'état de droit. Rapidement, chacun a compris que ce concept d'état de droit n'était que très peu juridique et surtout très politique. Aujourd'hui, il sert de levier de chantage par la Commission contre la Hongrie et la Slovaquie, étant donné que la Pologne est entre-temps rentrée dans le rang. Désormais, pour le prochain cycle budgétaire, la Commission européenne et l'Allemagne préconisent également de conditionner le versement des fonds européens à des réformes et des jalons, pour reprendre le jargon employé dans les documents préliminaires rapportés par la presse. Concrètement, ce mécanisme permettra de contraindre les États membres à la mise en place de toutes sortes de réformes dites économiques, mais qui pourraient aussi bien concerner des volets dits écologiques ou climatiques. On ne saurait non plus exclure que des considérations sur l'âge légal de départ à la retraite puissent être plus ou moins discrètement intégrées aux objectifs qu'il faudra atteindre pour avoir le droit de quémander l'argent retenu par Bruxelles. Selon Philippe Murer, si un tel mécanisme venait à entrer en vigueur, il décuplerait considérablement les pouvoirs déjà très étendus des fonctionnaires de la Commission européenne. L'Allemagne a approuvé l'idée de la Commission européenne visant à donner les fonds européens aux pays en échange de réformes spécifiques imposées par les fonctionnaires de Bruxelles. À l'avenir, chaque tranche de financement serait débloquée et versée aux pays quand ceux-ci auront montré patte blanche en ayant réalisé les mesures décidées par Bruxelles. Les pays seront attachés par les fonctionnaires européens avec une laisse très courte. L'Allemagne, alliée sur ce sujet à la Commission européenne, c'est une telle puissance de feu que cette idée risque fort d'être adoptée. Si elle l'est, chaque gouvernement sera obligé d'obéir à des décisions de fonctionnaires de Bruxelles sous peine de perdre des milliards d'euros. C'est la même idée qui avait présidé au fonds de relance européen post-Covid, où les fonds sont débloqués si et seulement si les pays appliquent les décisions de Bruxelles. Ainsi, les députés français ont beau avoir voté contre les ZFE à l'Assemblée nationale, le gouvernement français fera tout pour supprimer cette décision populaire, car Bruxelles lui avait promis 9 milliards d'euros des 40 milliards d'euros de projet de relance, si et seulement si le gouvernement poursuivait la mise en place des ZFE. C'est le même type de mécanisme qui est appliqué à la Hongrie de Viktor Orban. Chaque fois que celui-ci prend une décision qui déplaît à Bruxelles, les fonctionnaires européens retiennent l'argent qu'ils doivent à la Hongrie pour le faire chanter. Nous en sommes aujourd'hui à 19 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie qui sont bloqués par Bruxelles.
Voici comment, sans que les citoyens ne le sachent, les fonctionnaires de Bruxelles dictent des politiques et des choix nationaux très impopulaires. On notera par ailleurs que l'Union européenne, dans sa dérive autoritaire et derrière la formulation de grands principes censément rigoureux et juridiques, se montre au final des plus flexibles, dès lors que cela convient à sa volonté politique. On se souviendra que dès que les libéraux pro-UE ont remporté les élections législatives en Pologne fin 2023, Ursula von der Leyen a rapidement fait le nécessaire pour qu'une partie des fonds européens gelés sous le précédent gouvernement conservateur soit débloquée, avant même que le nouveau gouvernement polonais n'ait eu le temps de changer les législations qui étaient censées être problématiques vis-à-vis du concept on ne peut plus volatile qu'est l'état de droit. Dans le même temps, Bruxelles n'a jamais rien trouvé à redire au sujet du coup d'État historique de la dernière présidentielle roumaine, si ce n'est appuyer la démarche des putschistes de Bucarest en demandant des investigations sur le rôle de TikTok dans la campagne présidentielle roumaine. Et récemment, l'Union européenne a également accepté le principe que les fonds de relance Covid, censés favoriser la transition vers un redémarrage vert et inclusif, pourront finalement être utilisés pour le plan de réarmement voulu par Ursula von der Leyen. En clair, avec ce nouveau mécanisme de conditionnalité, l'Union européenne disposera bientôt d'un outil de chantage extensif permettant de contraindre un État membre à peu près tout et n'importe quoi pour accéder à des fonds structurels européens qui, faut-il le rappeler, sont issus des contributions des États membres. Une étape supplémentaire et sans doute décisive de l'évolution de l'Union européenne en conglomérat soviétoïde. Henri Proglio est monté au créneau pour dénoncer la politique énergétique d'Emmanuel Macron. L'ancien dirigeant d'EDF veut une sortie du marché européen de l'énergie, en finir avec les énergies renouvelables et avec les nouveaux réacteurs EPR2. Explication. Il faut sortir la France du marché européen de l'énergie, a lancé l'ancien patron d'EDF, Henri Proglio, fustigeant l'absence de vision de politique énergétique d'Emmanuel Macron. Un véritable pavé dans la mare, jeté le 23 juin devant l'Association des journalistes économiques et financiers, car le sujet est évidemment explosif alors que la stabilisation des prix de l'électricité depuis la crise de 2022 reste très relative et que les objectifs nucléaires et énergétiques jusqu'en 2035 sont débattus par le Parlement. Mardi dernier, en effet, la proposition du sénateur Daniel Gremillet, qui avait pour objectif de décarboner le mix énergétique pour atteindre la neutralité carbone en 2050, a été rejetée par 377 députés contre 142. Le texte avait été largement remanié par les élus RN et LR, qui sont parvenus à instaurer un moratoire sur le développement des énergies photovoltaïques et solaires, mais aussi à remettre en place les tarifs régulés du gaz, à relancer la centrale de Fessenheim et à supprimer les objectifs de développement des biocarburants. Or, les élus LR se sont finalement abstenus pour ne pas voter certaines modifications apportées par le RN et LFI, comme la sortie du système européen ou le statut d'EDF. L'élu du RN, Jean-Philippe Tanguy, a fustigé la lâcheté des députés LR, qui font campagne selon lui contre les éoliennes, mais s'abstiennent dans l'hémicycle. LFI a de son côté fustigé une loi tout nucléaire d'extrême droite ou d'une coalition trumpiste. Une coalition qui, visiblement, compte aussi Proglio puisque les positions du Rassemblement national ressemblent furieusement aux siennes. Celui-ci n'a d'ailleurs pas nié parler à tout le monde. Pour Henri Proglio, qui a dirigé EDF de 2008 à 2014, pas de doute, la France doit revenir à un modèle national, tourner le dos aux énergies renouvelables, sortir du marché européen de l'électricité et stopper le programme des nouveaux réacteurs EPR2. Des propositions avec lesquelles s'accorde l'expert en politique énergétique Fabien Bouglet, qui dénonce les effets pervers des dictats européens ayant favorisé la sacro-sainte concurrence et la transition écologique, aboutissant à un système dit marginaliste, pénalisant les Français. Le marché européen de l'électricité, il est faussé parce qu'il est devenu totalement spéculatif. Il est devenu spéculatif avec des systèmes d'enchères qui font profiter des personnes qui profitent des modifications de cours, d'une part. Il est spéculatif et en même temps, il transforme un fabricant d'électricité en financier qui est en train de plus de regarder combien il va gagner d'argent dans une situation plutôt que de refaire à la base la fourniture d'électricité. Ça a des enjeux très importants sur l'évolution des factures d'électricité des Français. Ensuite, il est problématique parce que comme il est indexé sur l'unité de production la plus chère et que l'unité de production la plus chère, ce sont les centrales à gaz et que la France n'a pas de centrale à gaz, évidemment, ça défavorise la France vis-à-vis de l'Allemagne qui a des centrales à gaz. Et donc, l'Allemagne mutualise
avec nos centrales nucléaires qui sont beaucoup moins chères que leurs centrales à gaz. Donc d'une certaine manière, ce sont les Français qui payent la facture d'électricité des Allemands, en quelque sorte. Pour Fabien Bouclé, comme pour Henri Proglio, le système actuel doit être remplacé par un modèle national qui commence par un prix unique de l'électricité basé sur les coûts réels du nucléaire sans que les mécanismes européens ne poussent à l'inflation. Henri Proglio demande aussi d'arrêter les énergies renouvelables, notamment les éoliennes, dont les subventions via les tarifs de rachat garantis pour l'éolien et le solaire, financés via les taxes sur l'électricité, pèsent excessivement sur le prix de celle-ci. Un système véritablement pervers que dénonce aussi Fabien Bouclé. Et ensuite, le troisième point qui pose problème dans le marché européen, c'est qu'il y a une priorité de réseau donnée à l'électricité d'origine éolienne et solaire. Et de ce fait, la France doit intégrer en priorité de réseau à la fois l'éolien et le solaire qu'elle produit sur son sol, mais également les surcroîts d'éolien et de solaire venant d'Allemagne et des autres pays, ce qui pose d'énormes difficultés, qui a conduit à 2024 à un effacement et à une baisse de la production d'électricité d'origine nucléaire. Le marché européen ne doit plus intégrer la priorité de réseau des énergies intermittentes et surtout être indexé sur l'unité de production la plus chère. On pourrait par exemple imaginer un marché européen de l'électricité basé sur des contrats long terme entre chaque pays. La France vend son électricité 80 euros le mégawattheure à l'Allemagne et l'Allemagne nous vend 80 euros le mégawattheure. Et à la fin, on fait les comptes et on regarde ce qui reste pour l'un ou pour l'autre. En définitive, les dirigeants politiques ont sacrifié le nucléaire alors que sa compétitivité est un élément clé de notre économie, a fustigé Henri Proglio. Celui-ci milite ainsi pour réorienter les derniers programmes, notamment celui des nouveaux réacteurs EPR2 annoncés par Emmanuel Macron en février 2022, EDF n'étant pas prête pour relancer un nouveau parc. Il estime que le fleuron français doit concevoir un réacteur plus petit, d'environ 1000 MW, contre les 1600 de l'EPR. Des modèles plus simple à construire, moins cher et donc plus exportable. En parallèle, il prône la prolongation de 20 ans des centrales existantes qui fonctionnent à merveille avec une maintenance adaptée selon lui. Des mesures qui garantiraient la souveraineté énergétique française dans les temps incertains que nous traversons. Rappelons qu'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, avait chassé Proglio de la tête d'EDF et de la présidence de Thales. Visiblement, le grand patron avait eu le grand tort d'avoir raison trop tôt. La guerre pour le moment finie, qu'en est-il du nucléaire iranien? Crainte de l'axe Washington-Tel Aviv, cette question se trouvera au cœur des négociations régionales s'il y a négociation. Permettez-moi de partager avec vous l'évaluation de la Commission israélienne de l'énergie atomique, et je cite: la frappe américaine dévastatrice contre Fordo a détruit les infrastructures critiques du site et rendu l'usine d'enrichissement inutilisable. L'installation d'enrichissement en uranium de Téhéran est inopérante. Le porte-parole du gouvernement israélien, David Muntzer, a repris le narratif américain selon lequel les frappes en Iran auraient bel et bien affaibli les installations de la République islamique. Et pour cause, les frappes israéliennes et américaines de juin 2025 visant les installations nucléaires de Natanz et Fordow ont infligé des dommages significatifs, retardant selon certains rapports le programme iranien de plusieurs mois, voire plusieurs années. Cependant, les estimations divergent. Un rapport confidentiel du département américain de la Défense cité par CNN minimise l'impact, suggérant un retard limité, tandis qu'Israël et Donald Trump affirment que le programme a été repoussé de manière substantielle. Téhéran, de son côté, reconnaît des dégâts importants, mais maintient un discours optimiste, présentant le conflit comme une victoire symbolique face à ses adversaires. Malgré les pertes, notamment la destruction partielle des centrifugeuses et l'élimination de scientifiques clés, des civils donc, l'Iran conserverait un stock d'uranium enrichi à 60% proche du seuil militaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, peine à évaluer l'ampleur réelle du programme faute d'accès au site depuis 2021, ce qui alimente les spéculations sur les capacités restantes de Téhéran. La suspension de la coopération avec l'AIEA décidée par l'Iran complique davantage la surveillance internationale. Le risque après l'agression de l'État hébreu, semble désormais résider dans une rupture du dialogue avec Téhéran, comme a d'ailleurs pu le constater Emmanuel Macron dans un élan de lucidité. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour moi le pire scénario serait celui où on laisserait l'Iran après ces frappes qui ont eu une efficacité réelle. Les frappes américaines ont eu une efficacité réelle sur Natanz, Ispahan et Fordo. Mais le pire, ce serait que derrière, la conséquence
soit une sortie du traité de non-prolifération de l'Iran, et donc au fond une dérive et un affaiblissement collectif. Ce que ne rappelle pas Emmanuel Macron, c'est qu'Israël ne fait pas partie du traité de non-prolifération et se trouve là encore en contradiction avec le droit international. Tout comme son attaque dite préventive et sa guerre en Palestine se font contre le droit international. En toile de fond se pose toujours la même question, au nom de quoi Israël peut disposer d'une arme atomique et pas ses voisins? Pourquoi des sanctions contre la Russie après l'invasion ukrainienne et rien contre Tel Aviv après ses violations répétées du droit international? Le cessez-le-feu du 24 juin, fragile et obtenu sous pression américaine, n'a pas apaisé les tensions. L'accord de Vienne, déjà fragilisé depuis le retrait des États-Unis en 2018, semble au bord de l'effondrement avec son expiration prochaine en octobre 2025. Les négociations pour le relancer, évoquées par Donald Trump mais démenties par Téhéran, paraissent compromises par la méfiance mutuelle. L'Iran, déterminé à préserver son programme comme une assurance stratégique, pourrait accélérer ses ambitions nucléaires, poussé par l'échec de son axe de la résistance et la nécessité de renforcer sa dissuasion. Pour Israël, la menace iranienne reste une priorité. Les frappes récentes, bien que jugées efficaces, ne garantissent pas une solution durable et Tel Aviv a montré ses limites sécuritaires avec des manques en munitions et la vulnérabilité du dôme de fer. Benjamin Netanyahou dit désormais insister sur une vigilance continue, n'excluant ni la diplomatie ni de nouvelles actions militaires, mais demeure, semble-t-il, assez tributaire de la Maison-Blanche. L'Union européenne, elle, plaide pour un retour à la négociation, mais ne pèse rien, tandis que la Chine et la Russie ont une influence très limitée dans cette partie du monde. La suite qu'Israël donnera à sa guerre en Palestine et les choix de Donald Trump ainsi que la capacité à admettre ou non une négociation du côté de Téhéran seront déterminants dans les mois à venir. Et si des observateurs très occidentaux misent sur un changement de régime politique en Iran, on peut aussi imaginer que c'est un changement de gouvernement à Tel Aviv qui pourrait être l'une des clés vers un apaisement régional. L'actualité en bref en France. Une niche parlementaire qui s'est terminée en aboiement. Jeudi, la journée d'initiative parlementaire du groupe UDR, menée par Éric Ciotti, s'est tenue à l'Assemblée nationale. Aucune de ces propositions de loi n'a été adoptée, ni l'abrogation de l'exécution provisoire des peines d'inéligibilité, ni l'interdiction du mariage pour les clandestins. Notons que pour ce dernier texte, les députés LR ont brillé par leur absence. La journée d'initiative a été malmenée par l'obstruction parlementaire des groupes de gauche, à tel point que les députés UDR ont fini par quitter la séance avant la fin. Notons que certaines attaques relevaient de la vie privée, comme celle du député écologiste Emmanuel Duplessis, visant la santé de la mère d'Éric Ciotti. Et enfin, puisque vous n'avez pas encore coûté assez cher à la société, vous vous permettez de faire hospitaliser votre mère pendant 18 ans dans un service de soins réservé à des séjours de courte durée. Coût estimé pour la sécurité sociale, 500 000 €. Ce que je ne peux pas accepter, c'est que vous ayez mis en cause la situation de ma mère. Ma mère est tétraplégique. Vous m'obligez à évoquer cette situation personnelle. Et vous venez aujourd'hui de remettre en cause sa capacité à être hospitalisé. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'éliminer? Christian Estrosi, maire de Nice, a retiré hier jeudi les drapeaux israéliens qu'il avait installés sur le fronton de son hôtel de ville depuis le 7 octobre 2023 et les attaques du Hamas. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a en effet suspendu son refus de retirer ces drapeaux à la suite d'un ordre préfectoral, doutant de sa légalité et soulignant le contexte international très tendu et l'urgence à les retirer. Plusieurs Niçois avaient saisi le tribunal pour demander le retrait de ces drapeaux. Christian Estrosi a décidé à la place d'afficher les portraits des otages israéliens encore détenus par le Hamas et des Français prisonniers en Iran dans le hall de la mairie. La tête de l'emploi, jeudi, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour un contrôle d'identité discriminatoire à l'encontre de Karim Touil, une première pour ce motif. Cet individu a fait l'objet de 3 contrôles en 10 jours à Nice en 2023 et la CEDH a reconnu une présomption de traitement discriminatoire sans justification objective, violant les articles 14 et 8 de la Convention européenne. La France doit lui verser 3 000 € pour dommage moral. Cependant, les requêtes de 5 autres personnes de nationalité française dénonçant ces contrôles au faciès en 2011-2012 ont été rejetées. Une enquête du Défenseur des droits révèle que les contrôles ont augmenté depuis 2016, touchant particulièrement les jeunes hommes perçus comme arabes ou noirs avec un risque de contrôle
qui serait de 12 fois supérieure. La mise en place de statistiques ethniques en France aurait peut-être pour mérite d'expliquer ce fameux délit de faciès. Malade pendant vos vacances, vous pourrez en demander d'autres. Vendredi 20 juin, la Commission européenne a adressé à la France une lettre de mise en demeure sur une législation qui ne respecterait pas une directive européenne. Selon Bruxelles, la loi doit prévoir un droit au repos de 4 semaines minimum par an. Selon le texte, un salarié en arrêt maladie pendant ses congés doit donc pouvoir bénéficier pleinement de son droit au repos effectif et reprogrammer ultérieurement ses jours de congé. Paris a un délai de 2 mois pour faire évoluer sa législation sur ce sujet, ouvrant la porte à de nombreux abus. Malgré l'argent de vos impôts, le cinéma immigrationniste ne fait pas bonne route. Selon les derniers chiffres publiés mercredi, le long métrage Sur la route de papa, mettant en scène une famille marocaine résidant en France et entamant un voyage vers leur pays d'origine, a du mal à trouver son public. À peine plus de 50 000 spectateurs en une semaine ont vu ce premier film réalisé par Olivier Dacour et Nabil Aïtakawali. Malgré leur premier pas dans le 7e art, ils ont pu mettre sur la table plus de 5 millions d'euros pour financer cette œuvre. L'actualité internationale en bref. En Cisjordanie, des colons israéliens ont attaqué le village chrétien de Taïbé, le plus grand de Palestine. Ils ont mis le feu à des véhicules et, selon des témoins locaux, ont tiré vers les habitants. Cela fait plusieurs décennies que les habitants de Taïbé subissent les intimidations israéliennes avec la confiscation des points d'eau et des meilleures terres. En 1977, les colons se sont établis à Rimonim, sur une colline à l'extérieur de Taïbé, sur des terres appartenant aux familles du village. L'ONG L'Œuvre d'Orient a condamné vivement cette action criminelle et demandé au gouvernement israélien d'empêcher ce type d'agissement et à la communauté internationale d'assurer la sécurité pour tous les habitants de Cisjordanie. Coup d'État ou coup de com', telle est la question. L'arrestation jeudi de l'archevêque Bagrat Galstanian, accusé de tentative de coup d'État en Arménie, a secoué le pays. Figure de l'opposition et leader du mouvement Lutte Sacrée, il aurait, selon les autorités, planifié un renversement du gouvernement avec des actes terroristes. Des enregistrements audio et des armes saisies alimentent les accusations, tandis que perquisitions et arrestations de partisans se multiplient. Cette affaire exacerbe les tensions entre l'Église apostolique arménienne et le pouvoir, sur fond de désaccord autour du conflit avec l'Azerbaïdjan et de la gestion du Haut-Karabakh. Certains y voient une menace réelle, d'autres dénoncent une manipulation politique visant à consolider le pouvoir de Nikol Pachinian face à une opposition favorable à Moscou. Viktor Orban n'en veut pas, mais 70 élus européens iront. Le Premier ministre hongrois a interdit la marche des fiertés qui doit se dérouler demain 28 juin à Budapest, mais son organisation a été maintenue par la municipalité de la capitale. Jean-Marc Berton, l'ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+, représentera officiellement le gouvernement français en signe de soutien et d'engagement. La sénatrice écologiste Mélanie Vogel et l'eurodéputé LFI Manon Aubry feront aussi le déplacement. Ursula von der Leyen a appelé à ne pas sanctionner les participants. Viktor Orban a quant à lui exhorté la Commission européenne à s'abstenir d'interférer dans les affaires policières des États membres où elle n'a aucun rôle à jouer. Rappelons que la Hongrie a prohibé en 2021 la promotion de l'homosexualité. Panique à l'aéroport. Jeudi, un ours noir errant sur la piste de l'aéroport de Yamagata, au nord du Japon, a provoqué la fermeture temporaire du site et l'annulation de 12 vols. Apparu tôt le matin, l'animal a causé des retards avant de réapparaître à midi, obligeant les autorités à suspendre les opérations aériennes. Malgré les tentatives du personnel pour le repousser, l'ours restait introuvable sur le site. Des chasseurs ont installé un piège et la police a encerclé l'aéroport pour contenir l'animal. Cet incident s'inscrit dans un contexte d'augmentation record des rencontres entre ours et humains au Japon, avec 219 attaques et 6 décès en un an, attribués au changement climatique et à la dépopulation rurale qui pousse les ours vers les zones habitées. Ce soir, les idées à l'endroit et demain pour le samedi politique. Élise Blaise reçoit la géopolitologue Caroline Galacteros pour évoquer les dangereux dilemmes de Donald Trump face à l'État profond américain. Dimanche, contre-enquête et terre de mission. Et enfin lundi, dès 7h, un zoom avec le sociologue Michel Maffezoli. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine et à lundi.